Depuis le mois de mai 2020, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le tunnel du Mont-Royal à le moderniser. Parce que c'est ça le mot-clé. Donc on a dû accepter une technique qui est très utilisée en milieu bâti. La technique de voûte parapluie qui permet en fait de construire en protégeant les structures existantes, mais aussi en empêchant les dommages sur les infrastructures souterraines qui sont au-dessus de l'arrêt. Le REM, c'est 67 km. C'est 26 stations. C'est un tout premier métro léger automatisé ici au Québec, à Montréal. Dans ce balado, on vous donne accès aux coulisses de ce grand projet et au moment historique de sa mise en service. Je m'appelle Jean-Vincent Lacroix, je suis directeur des communications chez CDPQ Infra, mais avant tout, un grand passionné de transport et d'infrastructure. Bienvenue à Prochaine Station. Alors aujourd'hui, à Prochaine Station, en fait, c'est un épisode spécial parce qu'on a décidé d'enregistrer devant public. On est à l'Idéal Bar et Contenu pour cet épisode qui va être entièrement consacré au tunnel du Mont-Royal. On a pris la décision de faire cet épisode-là parce que, le tunnel, c'est une infrastructure fascinante. Elle a été construite il y a plus de 100 ans. Et aussi parce que c'est tout un défi de faire les travaux dans le tunnel du Mont-Royal. Il y a eu un moment marquant, un moment déterminant dans le projet. Il y a eu une explosion en 2020. Donc, on va revenir sur tous les détails de cet épisode-là, quelles conséquences ça a eu. Et on le fait avec deux fins connaisseurs du tunnel du Mont-Royal. On va parler à Jean Abimana, qui est directeur mondial tunnel pour la firme d'ingénierie Hatch. Et mon premier invité, Jean-Philippe Pelletier, qui est directeur pour le secteur de montagne à CDPQ Infra. Salut Jean-Vincent. Salut Jean-Philippe. Jean-Philippe, je le disais d'entrée de jeu, on va parler du tunnel Montréal. C'est un épisode spécial. Ça peut avoir l'air tout simple, mais d'entrée de jeu, même en équipe, on parlait, c'est pas tout le monde qui connaisse le tunnel du Montréal. Des fois, même, on parle à du monde autour de nous, puis ils savent pas qu'il y a un tunnel comme ça qui est quand même hyper stratégique pour Montréal. Résume-nous, c'est quoi l'histoire de cette construction-là du tunnel du Mont-Royal? Le tunnel du Mont-Royal, c'est une infrastructure qui est effectivement pas tant connue de plus en plus parce que, le REM a de plus en plus mis sur la carte cette infrastructure-là. Mais tu as raison de dire que c'est une infrastructure qui, il y a quelques années, très peu de gens savaient, mis à part les utilisateurs du train de banlieue de Deux-Montagnes, très peu de gens savaient et connaissaient cette infrastructure-là. C'est une infrastructure qui a beaucoup transformé Montréal déjà d'entrée de jeu avec la création de Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal, c'est une cité-jardin, c'est comme ça que c'était appelé à l'époque, qui a été construit pour financer le projet, en fait, du tunnel du Mont-Royal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on est moins là-dedans aujourd'hui, mais les compagnies ferroviaires au début du siècle, du 20e siècle, étaient extrêmement présentes à Montréal. Il y avait plusieurs compagnies ferroviaires, puis il y avait une compétition très forte entre les compagnies pour pouvoir avoir accès au port de Montréal puis au centre-ville de Montréal. Encore une fois, on se reporte au début du 20e siècle. Montréal avait un rôle très stratégique au Canada. C'était la porte d'entrée de l'Amérique du Nord, ou du moins du Canada. Donc, il y a énormément de marchandises qui transitaient par Montréal. Donc, une des compagnies qui s'appelait le Canadien Nord ou le Canadian Northern Railway avait une gare de triage près du centre-ville, mais pas assez stratégiquement positionnée pour eux. Ils ont cherché à faire des ententes avec les autres compagnies ferroviaires qui étaient autour et qui avaient position au centre-ville. Mais pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas fonctionné. Fait qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, en 1912, qui a eu l'idée de dire, et si on passait au travers de la montagne? Ce qui n'est pas banal. Ce qui n'est pas banal, parce que là, on se rappelle, on est au début du 20e siècle. On veut creuser un tunnel de 5 km de long dans une roche extrêmement dure. Jean, qui viendra tantôt, la connaît très bien, cette roche-là. C'est du roc. C'est du roc, c'est une roche intrusive, c'est une ancienne roche volcanique, comme toutes les Montérégiennes d'ailleurs, le Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Saint-Bruno, c'est tout le même type de roche, mais c'est une roche qui est extrêmement dure, extrêmement compétente. Donc, l'idée de creuser un tunnel comme ça en 1912, c'est quand même audacieux. Donc, le projet va de l'avant. On achète les terres qui sont aujourd'hui la ville de Mont-Royal pour financer justement ce projet-là qui était très audacieux. Début 1912, on commence à percer la montagne des deux côtés, donc du côté centre-ville de Montréal puis du côté qu'on connaît aujourd'hui comme étant la station Canora. Et les deux équipes avancent et en 18 mois se rejoignent en plein cœur de la montagne, 220 mètres sous le sommet, avec ce qu'on peut qualifier aujourd'hui une expertise ou à tout le moins un succès complet là, en termes d'excavation de tunnels. Ils arrivent à peine un pouce d'écart, les deux équipes. Là, on se rappelle, je réinsiste, là, on est au début du 20e siècle, on n'a pas du tout les équipements qu'on avait et qu'on a aujourd'hui pour faire ce type d'excavation-là. Le tunnel est par la suite équipé, mais rapidement, les travaux ralentissent parce qu'en 1914, c'est l'effort de guerre qui prend la place. Les troupes sont envoyées
Les hommes, en fait, sont envoyés au front. Toute l'industrie montréalaise qui contribue énormément à l'effort de guerre est monopolisée sur cet enjeu-là, ce qui fait que les travaux durent plus longtemps que prévu. Et en 1918, le 18 octobre 1918, on finit par inaugurer finalement, en pleine pandémie de grippe espagnole, le fameux tunnel du Mont-Royal. C'est pour ça qu'il y a très peu de coupures de presse de l'époque qui parlent de cette inauguration-là, parce qu'à l'époque, il y avait une interdiction de rassemblement. On commence à connaître ça au Québec maintenant. Ouais. Parce que c'était la crise de la pandémie, en fait. On était en plein cœur de la pandémie de la grippe espagnole. Donc, depuis maintenant plus de 100 ans, il y a des trains qui circulent sous la montagne. Ça a toujours été principalement des trains passagers, quelques trains de transport. Mais, et là, toute l'histoire ça a été le Canadian Northern Railway qui a opéré, acquis par le CN. La STM a déjà opéré le train de banlieue de Deux-Montagnes. Ensuite, c'est l'Agence métropolitaine de transport qui est devenue l'opérateur principal, jusqu'à ce que la ligne soit éventuellement mise à l'arrêt temporairement, le temps que nous, Travaux du REM, on vienne refondre complètement cette emprise ferroviaire-là pour la mettre dans un tout nouveau mode de transport, plutôt que de parler de train de banlieue. On va parler maintenant de métro léger à haute capacité. Puis là, tu as résumé un peu où est-ce qu'on est arrivé. J'aimerais ça juste que tu reviennes sur un épisode. Quand même, moi, qui m'a fasciné quand j'ai appris ça, c'est la vision de Jean Drapeau. À un certain stade, Jean Drapeau a dit, au-delà des trains, j'ai plus d'ambition pour le tunnel du Mont-Royal. Puis je trouve ça intéressant parce que ça fait un peu écho à ce qu'on est en train de faire pour le REM. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années, je pense, 60, 60? En fait, oui, exact. C'est dans les années 60 quand Jean Drapeau puis Lucien Saunier qui ont créé l'idée du concept du métro de Montréal. Ils ont regardé différentes options pour pouvoir justement faire ce tracé-là. Et Jean Drapeau avait identifié le tunnel du Mont-Royal comme étant une capacité, puis un tunnel déjà là, dans lequel on pourrait utiliser, puis plutôt que faire passer du train de banlieue, utiliser justement et augmenter la capacité d'utilisation de ce métro-là. C'est pour ça que ceux qui connaissent un peu le métro de Montréal, quand vous regardez, on connaît les lignes de métro par leur couleur, mais elles ont aussi officiellement des numéros à la STM. Et si vous regardez les lignes, vous avez la ligne 1, 2, 4 et 5. Il manque une ligne. Le numéro 3 n'existait pas. Ouais. La ligne 3, c'était la ligne rouge de Jean Drapeau. C'était la ligne de métro qui voulait faire passer sous le tunnel du Mont-Royal et devenir après ça un métro aussi en surface. Donc, c'était un mode de transport qui est un peu différent des autres lignes de métro qu'ils avaient en planification, mais il y a eu ce rêve-là. Ouais. L'Expo 67 est arrivé, on a changé un peu les orientations budgétaires, on a focusé sur les 2 premières lignes qu'on connaît aussi aujourd'hui comme étant la ligne orange et la ligne verte, qui n'étaient pas non plus ce qu'on connaît, là, mais en termes c'est ces lignes-là qui ont parti en premier, puis les investissements qui étaient potentiellement pour la ligne 3 sont davantage allés sur l'Expo 67. Je vais le simplifier pour, admettons, quelqu'un qui nous écoute, ils se disent, bon, il y a un train de banlieue qui passe là, maintenant c'est le REM, c'est tout simple, on change de technologie. Je le simplifie, là, je te le dis. Mais je veux qu'on l'explique parce qu'il y a des gens qui se disent mais comment ça, on a dû fermer le tunnel? Comment ça prend des années de travaux? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens ne le voient pas. Il se passe beaucoup d'activités. Si tu avais expliqué et à résumer un peu, c'est quoi l'ampleur des travaux qui se passent en ce moment? Bien, justement, tu as raison. On voit pas beaucoup. On voit beaucoup la construction du REM à l'extérieur du tunnel, mais bon, par défaut, le tunnel, c'est souterrain, on le voit pas très bien. Depuis le mois de mai 2020, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le tunnel du Mont-Royal à le moderniser. Parce que c'est ça le mot-clé, la modernisation. Donc, à chaque fois qu'il y avait des changements d'usage, il y avait une évaluation qui était faite comment ce nouvel usage-là vient jouer sur les systèmes de sécurité. Bien là, le REM, on est ailleurs. Là. On parle plus de 60 trains par jour. On parle à terme jusqu'à 500 trains par jour dans le tunnel. C'est un métro. Bien, c'est un métro. Puis juste pour vous donner une idée, alors que le train de Deux-Montagnes et de Mascouche était utilisé à tous les jours dans le tunnel du Mont-Royal, il y avait au plus 2 fois dans la journée où il y avait 2 trains en même temps dans le tunnel. Nous, à terme, c'est 10 trains en simultané constamment dans le tunnel. Fait qu'on ne transporte pas la même quantité de personnes. Donc, tous les systèmes de sécurité devaient être revus. L'autre élément aussi qui est important, tous les systèmes de l'antenne de montagne arrivaient tranquillement pas vite à fin de vie utile. La dernière grande rénovation, les grands derniers travaux qui avaient été faits, ça datait de 94-95. Donc, tous ces systèmes-là, pour toutes sortes de raisons, puis d'évidence, s'usent avec le temps. Donc, tous ces systèmes-là devaient être revus. Mais encore une fois, je reviens, c'est vraiment le concept de modernisation. Il faut installer de la ventilation. À l'époque, au niveau du train de l'AMT, il y avait une seule unité de ventilation dans un seul puits de ventilation. Quand on a juste à gérer un seul train en tunnel en même temps, ça fonctionne. Quand on a 10 trains en même temps, on ne peut pas faire ça. Donc là, on est rendu avec 2 puits de ventilation, 2 systèmes de ventilation, de la redondance sur ces systèmes-là aussi.
On rentre tous les systèmes pour les pompiers à l'intérieur du tunnel. Donc, si jamais il y a une intervention d'urgence, on ne le souhaite pas, mais il faut le prévoir, les pompiers vont avoir accès, comme dans le métro, à de l'eau pour pouvoir intervenir sur un incendie. Il y a tous les systèmes d'évacuation. On intègre 2 nouvelles stations à l'intérieur du tunnel. Ça non plus, c'est pas banal. Donc, quand on met tout ça ensemble, tout le câblage électrique qu'il faut remplacer, les systèmes de lumière, la caténaire, on n'est pas sur le même type de caténaire qu'on l'était avec le Deux-Montagnes. Donc, quand on met tout ça ensemble, je pense qu'on comprend mieux la complexité des travaux puis pourquoi c'est aussi long. Moi, je vais revenir sur une date. J'en ai parlé d'introduction, le 21 juillet 2020. Parce qu'on en a parlé des travaux, mais il y a eu des surprises. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on venait... Lorsque le contrat du REM a été signé en 2018, donc en avril 2018, nos entrepreneurs Nouvelle Ère ont commencé à se mobiliser. Mais il faut se rappeler qu'on avait fait un choix chez REM de maintenir la ligne Deux-Montagnes ouverte le plus longtemps possible. Donc, ce qu'on voulait, c'est de permettre au train de continuer à circuler le plus longtemps possible. Donc, les travaux dans le tunnel du Mont-Royal ont réellement commencé en mai 2020, lorsque le Deux-Montagnes a officiellement arrêté pour de bon, à tout le moins pour la partie qui était dans le tunnel du Mont-Royal. Donc, le 21 juillet, on venait de commencer les premiers forages pour faire les quais de la future station Édouard-Montpetit. Donc, on avait commencé le trou depuis la surface, mais à l'intérieur du tunnel, le tunnel était encore ce qu'il était avant. Là, il fallait l'élargir pour pouvoir venir mettre en place les quais, parce que les quais des stations McGill et Édouard-Montpetit ne rentrent pas dans le tunnel tel qu'il était avant. Il fallait élargir le tunnel. Le principe d'excavation, au niveau de l'excavation dans le roc, c'est ce qu'on appelle du forage dynamitage. Donc, on a une foreuse qui fait des trous partout dans le tunnel. On vient insérer des charges explosives pour pouvoir fragmenter le roc, ensuite le ramasser, puis c'est comme ça qu'on creuse, en fait, dans la montagne. Donc, en juillet 2020, les activités de forage de Nouvelle-Ère venaient juste de commencer. Puis à un moment donné, il y a une foreuse et il y a eu une détonation suite à une explosion suite au travail d'une des foreuses. On s'est rendu compte par la suite, puis heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Tout le monde était correct, c'était juste des bris matériels. On s'est rendu compte par la suite qu'on venait de toucher une ancienne charge explosive qui datait de l'époque de la construction du tunnel, donc de 1912. Mais ça, c'est une surprise totale, là. Il n'y a personne qui avait venu voir ça, là. Puis on s'entend depuis des années, il y a plein de monde, plein d'entreprises et d'organisations qui ont fait des trous dans le tunnel pour amener des nouveaux équipements, pour installer des nouveaux éléments. Donc, c'était complètement inattendu. Le chantier a été interrompu pendant une période de près de 3 mois. Donc, toutes les excavations à l'intérieur du tunnel ne pouvaient plus se produire. Le temps qu'avec Nouvelle Ère, avec la CNSST qui a été impliquée dans le dossier, on comprenne, ce qui venait de se passer, qu'on trouve avec nos experts les méthodes de travail qui devaient être maintenant appliquées pour pouvoir continuer les travaux, parce que c'était hors des questions d'arrêter. Tu peux plus prendre de chance, là. Tu peux plus prendre de chance. En fait, il faut complètement revoir les méthodes de travail. Il fallait déployer des mesures de mitigation pour protéger nos travailleurs, s'assurer que les travaux pouvaient continuer rondement, mais en premier lieu en assurant leur sécurité. Donc, ça a pris 3 mois à arriver à une entente entre les parties pour qu'on puisse reprendre les travaux. Mais là, cette reprise de travaux-là venait aussi avec des conditions complètement différentes que ce qui était attendu initialement pour pouvoir procéder aux travaux d'excavation. Les mesures de mitigation, en fait, lorsqu'il y a une détonation, il y a 2 grands risques importants pour un travailleur. Le premier risque, c'est la projection d'objets. Quand la charge qui a détonné, que la foreuse a touché en forant, il y a à peu près 10 tonnes de roches qui ont été projetées à l'intérieur du tunnel. Donc, à peu près 3-4 mètres cubes de roc là, qui sont décollés du mur et qui sont allés frapper l'autre mur de l'autre côté du tunnel. Donc, c'est pas banal. Mais non. C'était quand même une détonation. C'est très gros, là. Exactement. Donc là, les 2 risques, je parle de projection d'objets. Ça, c'est le premier risque numéro 1. Le deuxième risque, c'est le souffle généré par une explosion. Donc, une explosion, ça génère une surpression, donc une pression d'air très, très forte, très ponctuelle. Et en arrière de la surpression, il y a une zone de dépression qui est aussi forte. Donc là, c'est tous les tissus mous, les tympans, les organes à l'intérieur du corps qui peuvent être affectés par ce souffle-là. Donc, pour mitiger ces 2 risques-là, avec la CNSST puis Nouvelle Ère, ils ont travaillé à trouver comment on pouvait continuer à forer. Les solutions qui ont été trouvées sont les bonnes. Elles sont aussi très impactantes sur l'échéancier, mais c'est correct. Il faut faire les choses comme il faut.
Donc, la première des choses, il n'y a plus aucun travailleur qui pouvait physiquement percer à l'intérieur du tunnel, que ce soit ne serait-ce qu'avec une foreuse traditionnelle, télécommandée, parce que généralement, comment ça fonctionne, les foreuses? L'opérateur est à quelques pieds de la foreuse avec ses télécommandes, puis il opère sa foreuse directement, comme ça. On ne pouvait même pas prendre une bonne vieille drill là, puis faire des trous. Non, on ne pouvait pas non plus. Donc, aucun trou. Aucun trou, aucune excavation possible, sauf si on pouvait le faire à distance. Okay. Donc là, Nouvelle Ère s'est retourné sur Saint-Dicenne, littéralement. Ils ont été excellents. Ils sont allés chercher des équipements en Ontario, faire modifier des équipements qu'ils avaient eux-mêmes, installer des caméras, des sensors, puis tout un système d'asservissement des pelles mécaniques, des foreuses pour pouvoir contrôler ces équipements-là jusqu'à 50 mètres de distance. Donc ça, c'est la première chose que Nouvelle Ère a fait. Ils sont allés chercher des équipements pour pouvoir contrôler à distance leurs équipements d'excavation. Maintenant, ça les permettait de les protéger contre la projection. Fait que s'il y avait une détonation, c'est pas grave, en guillemets, il n'y a plus personne autour, les gens sont loin. Mais là, le souffle de l'explosion, comment qu'on le gère? On a calculé que ce souffle-là pouvait être dangereux jusqu'à 586 mètres proche de la détonation. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les opérateurs, en proprement parler de l'excavatrice ou de la foreuse, devaient être enfermés dans un bunker sécurisé qui leur permettait, si jamais il y avait une détonation, de ne pas être exposés au souffle. Pour chaque forage? Pour chaque équipement de forage, ça nous prenait un conteneur hermétique, un bunker avec tous les équipements de contrôle. Les câbles s'en allaient 50 mètres plus loin, gérer la foreuse, qui, elle, continue à travailler. Puis là, on dit un, mais il y en avait combien qui étaient nécessaires? On a eu jusqu'à 4 foreuses en simultané à l'intérieur du tunnel. Pour faire toute l'excavation, tous les trous. Puis quand on parle d'excavation, on peut penser aux grosses excavations, c'est-à-dire ouvrir les quais à Édouard-Montpetit, à McGill ou pour les ventilateurs, etc. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on veut attacher un câble, il faut que je le supporte avec quelque chose. Bien, ça prend une bonne vieille fixture, une braquette en bon français. Il faut faire des trous pour pouvoir fixer ça. C'est le même principe que quand vous voulez accrocher un câble chez vous, il faut faire un trou pour venir accrocher le câble. Mais là, je vais accrocher un câble, je vais accrocher de la fibre optique, des fils électriques, puis on s'entend, il y en a du kilométrage de câble à l'intérieur du tunnel. J'ai entendu que c'était autour de 60 000 trous en tout, à peu près. Oui, si on prend tous les forages qu'on avait à faire, là, on parle de 60 000 trous à peu près. Donc, ça vous donne une idée. Ouais. Donc, ça, c'est pour le premier risque. Donc, la projection d'objets et la protection des travailleurs proches pour éviter la question du souffle d'explosion. L'impact de ça, par contre, ça veut dire que les gens qui travaillent sur les foreuses et qui sont dans le fameux bunker, c'est les seuls gens autorisés dans le périmètre 586 mètres en aval, 586 mètres en amont de la foreuse. Fait que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voulait faire des travaux en parallèle, c'est-à-dire tu fores, puis à côté, il y a un électricien qui fait « non, je ne peux plus faire ça ». Donc, je venais de geler 1 kilomètre de chantier. À chaque fois que j'ai une foreuse qui est dans le tunnel, on gèle 1 kilomètre de chantier où il ne peut se passer rien d'autre. Donc là, quand il faut que tu fasses les 60 000 trous, bien clairement, on ne pouvait plus rien faire. Donc, il a fallu faire toutes ces excavations-là avant de recommencer d'autres types d'activités. Donc, à un certain moment, on a commencé à rendre les activités de forage juste la nuit pour pouvoir permettre d'avancer d'autres types d'activités pendant le jour. Mais dès qu'il y a une foreuse à l'intérieur du tunnel, on gèle 1 kilomètre de chantier. Donc, ça a un impact majeur sur nos échéanciers et sur nos méthodes. C'est un moment marquant. Bien, c'est un tournant dans le projet. C'est un tournant. En fait. Jean-Philippe, on n'est pas au bout de nos surprises avec le tunnel du Mont-Royal. Ça en était un épisode, puis je voulais qu'on prenne le temps de l'expliquer parce que, comme tu dis, il était majeur. On va aller rejoindre... en fait, Jean Abinama va venir nous rejoindre ici pour qu'on poursuive l'échange parce que là, je veux qu'on parle d'un autre défi important qu'on a eu à traverser. Donc, on accueille Jean puis on poursuit l'échange. Excellent. Alors, on va poursuivre cet épisode sur le tunnel du Mont-Royal avec Jean Abimana. Jean, d'entrée de jeu, je vais juste un peu mettre la table pour les gens qui nous écoutent, juste pour qu'on se situe à Montréal. On a parlé du tunnel Mont-Royal. Jean-Philippe a expliqué, c'est un 5 km. Mais sur ce 5 km-là, il y a un segment sous l'avenue McGill College. Les gens qui marchent au McGill College ne s'en rendent pas compte, mais quelques mètres sous eux, il y a une partie du tunnel du Mont-Royal. Puis cette partie-là du tunnel, ça a été l'autre grosse surprise parce que, un peu comme le pont Champlain, là, qu'on a beaucoup, beaucoup parlé, il y avait du sel à la surface qui, au fil de temps, des années, est venu s'infiltrer dans le tunnel et a littéralement corrodé le mur qui soutenait le toit du tunnel, la voûte du tunnel.
Ça, c'est aussi quelque chose qui a été un point tournant aussi, là, de constater cet état de détérioration. J'aimerais ça, Jean, que tu nous expliques l'état de la situation, qu'est-ce qui a été constaté, mais surtout, parce que c'est vraiment, je dirais, impressionnant, ce qui a été fait pour faire face à ce défi-là. Oui, effectivement, ça fait une grande surprise pour nous. Comme Jean-Philippe l'a expliqué, le tunnel a dû fermer. Et avant la fermeture, on avait fait des inspections justement de ce mur, mais c'était des inspections sommaires au marteau de géologue. Une fois que le tunnel était fermé, on est allé faire des inspections beaucoup plus invasives qui nous ont montré qu'en fait, le mur central, qui reprend la moitié des charges depuis la rue, était complètement dégradé. Du moins la partie sud. Il faut comprendre que cette partie qui fait 500 mètres de long est divisée en 3 parties. Il y a une partie nord qui fait environ 289 mètres. Et puis la station McGill. Et puis après, il y a une partie qui fait 90 mètres vers la gare centrale. Cette partie, la troisième partie, était beaucoup plus dégradée. Le béton était en mauvais état. Les structures d'acier étaient complètement corrodées. Donc, une fois qu'on a vu ça, après avoir fait des inspections beaucoup plus détaillées, c'était une décision qu'il fallait absolument remplacer la partie sud. Mais là on se situe là. À la surface, là, c'est Sainte-Catherine. C'est plus récemment l'anneau qui a été installé là, à la place de Marie. Ouais. Il y a beaucoup d'activités dans ce secteur-là. Quand on dit que le tunnel, il y a un mur à remplacer, est-ce qu'à un certain moment, on se disait qu'il faut fermer littéralement la rue? Qu'est-ce qui a été réfléchi? C'est quoi les scénarios qui ont été regardés? Effectivement, il fallait regarder tous les scénarios, dont fermer la rue, ouvrir complètement la rue McGill, avec toutes les infrastructures souterraines qui sont dedans. La ville était en train de faire plusieurs travaux le long de la rue Sainte-Catherine. Mais en tunnel, on a regardé aussi d'autres techniques moins évasives. Donc, on a dû accepter une technique qui est très utilisée en milieu bâti. La technique de voûte parapluie, qui permet en fait de construire en protégeant les structures existantes, mais aussi en empêchant les dommages sur les infrastructures souterraines qui sont au-dessus de la rue. Ouais, si tu me permets, Jean, sous la rue McGill-Collège, les gens ne le savent pas, mais en même temps, on est au centre-ville, il y a une densité de services publics et de services municipaux qui est incroyable. Ouais. Venir ouvrir la rue McGill-Collège, puis vouloir tasser tout ça, tout en maintenant tous ces systèmes-là actifs, c'était un cauchemar là, en termes de gestion de projet puis de risque au niveau du projet, c'était vraiment pas envisageable. Parce que c'est dans le fond, il y a une partie qu'on a dû ouvrir, mais là, ce qu'on dit, c'est qu'avec l'enjeu, ça aurait été ouvert beaucoup plus vaste. C'est ce qu'on voulait préserver. On ne voulait pas arriver à devoir ouvrir McGill, la rue Sainte-Catherine. Ça aurait eu des impacts énormes. Énorme. Mais aussi, il faut penser, comme Jean-Philippe vient de le dire, aux infrastructures d'eau potable, d'eau usée, tout le réseau souterrain. C'est pratiquement le croisement de plusieurs choses au centre-ville de Montréal. Puis la voûte parapluie, c'est technique, je le sais, c'est très technique, mais si on pouvait le résumer, là, parce que, donc, au final, on a réussi à supporter, à remplacer, à soutenir sans fermer. Exactement. Comme voûte parapluie, comment on pourrait décrire cette technique? C'est une technique, comme le nom l'indique. En fait, on vient construire une espèce de voûte qui vient protéger l'excavation. Mais on construit la voûte avant de faire même l'excavation. Donc, ça sécurise aussi bien les structures qui sont au-dessus de notre tunnel et les bâtiments qui sont autour. Et puis, c'est des pieds forés qui sont injectés, qui se chevauchent, des pieds d'environ 12 mètres de long, qui se chevauchent les uns des autres. Puis, une fois qu'on les a installés, qu'on les injecte, ça crée cette voûte qui reprend toutes les charges. Et par après, on vient excaver à bout, petit à petit. Et on transfère les charges vers un soutènement temporaire, puis par après, on vient construire notre structure finale. Et au final, le mur central là, qui était détérioré, lui, est démoli pour laisser place à ce nouveau support-là de la voûte parapluie.
Exactement. Le mur ne reprend plus rien. On l'a complètement enlevé. Il n'existe plus, en fait, c'est ça. On l'a enlevé complètement. Exactement. On n'en avait pas besoin. Et là, tout ça, ça prend combien de temps? Parce que là, on constate ça. Jean-Philippe l'a dit tantôt, pour la détonation, c'est 3 mois. Là, ça, c'est un autre élément. Ce n'était pas prévu au projet. On doit s'arrêter, observer, analyser des scénarios, faire des choix. Tout ça se fait dans quel contexte? Alors là, on a vraiment travaillé main dans la main avec Nouvelle Ère, avec REM. Et là, il faut penser aussi à un autre élément important, c'est parce qu'à l'époque, c'est le temps où on faisait défi avec l'approvisionnement, le système d'approvisionnement. Il fallait penser aux équipements qui existaient ici au Canada ou en Amérique du Nord. On ne pouvait pas aller chercher des équipements qui sont en Europe parce qu'on ne savait pas le temps de livraison. Donc, on a travaillé avec Nouvelle Ère pour voir les équipements qui étaient à disposition, aussi bien au niveau de ces pieux qu'il fallait forer, des équipements que Nouvelle Ère ils pouvaient avoir en Amérique du Nord. Et c'était vraiment 7 jours sur 7. Et au niveau de la réaction, on a même dû concevoir en partant. On commençait par des équipements qu'il fallait donner à l'entrepreneur pour qu'il puisse commander, puis on continuait la conception au fur et à mesure. Je me demande, quand j'entends des défis comme ça, est-ce qu'à un moment donné, il y a un doute qui s'installe de dire « Oh, est-ce que finalement, là, passer par le tunnel, c'est une bonne décision? » Rendu là, est-ce qu'il y avait-tu un autre point où on aurait pu passer ou c'était... Ça demeure le bon choix? C'est un gros défi là, qui est traversé. Oui, mais... Tu sais, en tout cas, là, c'est très philosophe comme réflexion, mais au final, quand tu remets tout ça dans l'ensemble, tu sais... Puis ça a été ça beaucoup. Il y a eu énormément d'échanges, Jean, puis tu pourras en parler, mais tu sais, quand on a vu cet enjeu... D'abord, je pense que c'est important de préciser là, que pourquoi ça a été une découverte, parce que tu parlais de structures d'acier corrodées. Quand on descendait dans le tunnel, ces structures-là étaient cachées par du béton. Ouais, fait qu'on les voyait pas. Fait qu'on pouvait faire quelques sondages exploratoires. On savait qu'on avait des travaux à faire dans le tunnel, puis dans ce secteur-là, avant de se lancer dans les travaux à proprement parler. Mais c'est lorsque, tu sais, c'est comme quand tu réhabilites une maison, c'est quand tu ouvres les murs que tu te rends compte à quel point tu as un problème ou pas. Ouais. Puis présentement, c'est ce qu'ils vivent d'ailleurs sur le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Tu sais, ouais. C'est un peu similaire là, comme enjeu. Exactement. Fait que c'est quand on a déshabillé le mur qu'on a fait OK, là, c'est un petit peu plus avancé qu'on pensait. Mais, puis c'est ça qui a été intéressant. Nouvelle Ère, Hatch, REM, on s'est reviré, comme on dit, sur un dissous. Puis on est allé de manière systématique. On n'a pas appliqué le même traitement, la même stratégie au sud de la station McGill qu'au nord de la station McGill. Pourquoi? L'échéancier. Toujours, on essaie toujours de fonctionner en fonction de l'échéancier. Puis Jean le mentionne très bien, puis je pense que c'est important de le rappeler. C'est en pleine pandémie, là. Les chaînes d'approvisionnement, avoir des équipements, il le mentionnait, c'était compliqué. Avoir des travailleurs, c'était compliqué. Fait qu'il fallait être créatif. Puis je pense que c'est ça le succès de notre équipe de projet, puis je parle au sens large. Nouvelle Ère, nos consultants qui viennent de Hatch, la grande expertise de gens comme Jean, justement, à Bimana, puis nous, le client en arrière, qui travaillent pour essayer de trouver des solutions qui fonctionnent. Écoutez, merci pour ces explications. J'ai l'impression que vous avez donné un second souffle au tunnel du Montréal. C'était une infrastructure qui existait dans le paysage. Aujourd'hui, on la connaît un peu plus. Puis votre travail, faire face aux défis, bien, vous avez modernisé, pérennisé cette infrastructure-là qui est drôlement stratégique pour l'île de Montréal. Donc, pour ça, merci, puis merci pour cet échange. Merci beaucoup. Prochaine Station est un balado produit par CDPQ Infra. Si vous avez des questions concernant le REM, visitez notre site web rem.info ou suivez-nous sur les médias sociaux.